Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien une petite vidéo, je vous avais promis que je vous présenterais mon premier Mac. Eh bien le premier Mac, ça va peut-être vous étonner, non pas le premier que j'ai utilisé, puisqu'il s'agissait d'un Macintosh LC2, qui appartenait à ma tante, mais le premier que j'ai possédé quand j'étais étudiant. Et oui, quand j'étais étudiant, eh bien je suis passé au Mac. Ça peut sembler bizarre, mais au final le Mac m'a coûté moins cher que le portable que j'avais eu avant et que j'avais revendu pour acheter ce Mac là, parce que j'avais plein de soucis avec mon ordinateur portable qui fonctionnait pas du tout avec Linux et par rapport à ce que je voulais faire. J'ai décidé de prendre un truc fiable, enfin qui me semblait fiable. Et donc je suis passé d'un ordinateur portable à ma première année étudiante à ma deuxième année étudiante jusqu'à la fin de mes études, donc 2009, à un Mac mini. Sachant que de 2007 à 2009 j'avais en plus un gros PC, un Core de Quad, mais en gros j'ai eu donc un Mac similaire que je vais vous présenter aujourd'hui de 2005 à 2009. Le Mac mini, eh bien c'est quoi? Eh bien malgré l'écran clavier que vous voyez ici, le Mac mini c'est ça. En tout cas la première version. La première version qui a été annoncée en 2005, qui a été discontinuée en 2006 avec l'apparition des machines Intel, c'était le Mac fait pour les switchers, donc ceux qui avaient déjà un PC et qui voulaient passer au Mac. We supply the computer, you supply the rest. Donc le but c'est d'emmener vos propre clavier souris écran. Moi à l'époque j'avais pas de clavier USB, donc j'avais acheté le clavier Mac. Par contre j'avais déjà une souris, déjà un écran, d'où le fait que, donc ça c'est pas le clavier d'origine, le clavier d'origine c'est celui que je vous mets là à l'écran. Malheureusement je n'ai plus ce clavier là et je n'ai plus non plus mon Mac d'origine, celui-là je l'ai racheté et celui-là c'est le modèle haut de gamme entre guillemets. À 500 €, 549 si je dis pas de bêtises. Il y avait le modèle à 1,25 GHz, donc il s'agissait d'un PowerPC, donc une architecture différente des architectures Intel, comme je vous ai présenté le PowerPC G5 l'année dernière. Ici donc c'est architecture PowerPC, le G4 étant moins puissant que le G5. Mais l'avantage c'est qu'il utilisait beaucoup moins d'énergie, donc c'est utilisé sur les portables et sur les Mac mini, donc c'est très similaire aux portables qu'ils avaient à l'époque, les iBook et PowerBook. Et donc ici on a juste la machine, et la machine comme je le disais à l'époque elle faisait la taille de plus ou moins la taille de 5 CD posés l'un sur l'autre, bon légèrement plus large on va dire, mais pour vous donner une idée de la taille, c'était tout petit pour l'époque. C'est vrai que maintenant on a les nuques, on a tout ça, mais en 2005 c'était vraiment une machine toute petite, et par rapport à ce que j'avais besoin à l'époque, c'est-à-dire faire du code, faire 2-3 trucs sous GIMP et aller vérifier mes mails quand j'avais accès à internet, puisque j'avais pas accès à internet chez moi, ça suffisait largement. En tout cas ça faisait très bien le taf, même pour compiler des gros projets et faire les petits travaux photos que je faisais à l'époque. Donc à l'époque je traitais toutes mes photos avec iPhoto. J'ai remis ici par exemple la petite collection de photos que j'avais à l'époque. À l'époque j'avais réussi à mettre 5000 photos dedans, je vous ai pas remis toutes les photos là. Là ici il va y avoir que les photos de mai, juin, juillet 2005. Alors il y a plein d'étudiants donc je vais pas vous le mettre en grand, donc je présenterai l'appareil photo avec lequel ils ont été faits bientôt. Il s'agissait d'un petit Olympus. Voilà les photos que je faisais à l'époque. Bon, il n'y avait pas beaucoup de données à traiter, c'était un appareil photo 3,2 mégapixels que j'utilisais à 2 mégapixels, donc voilà il n'y avait pas énormément de pixels à traiter, et je l'utilisais à l'époque sur un écran CRT, sur un gros écran à tube comme vous voyez sur la photo que je vous montre à l'instant. Donc ici voilà les photos que je faisais à l'époque, hein, je me suis beaucoup amélioré. En 2000, c'est surtout 2006-2007 que je me suis amélioré en photo, donc là on va dire que c'était à fond dans la learning curve pour la photo. Donc j'utilisais beaucoup iPhoto, je faisais du code, donc il y a le terminal, rien de spécifique à voir. J'allais sur internet avec la toute première version de Firefox et puis Safari. La version qui est installée ici de Safari, la plupart des sites ne vont pas passer, c'est pas capable de gérer les dernières versions du CSS, de JavaScript, et surtout les certificats ne sont plus valables. Donc voilà, la plupart des sites, on va dire 99% des sites ne passeront plus avec la version de Safari d'époque. Pour surfer sur le net, la solution
solution, c'est 10-4-Fox. Seul souci de 10-4-Fox, le développeur a décidé d'arrêter son développement. Donc il avait plus le temps, c'était beaucoup trop compliqué à gérer sur des machines aussi anciennes, avec une architecture différente. Donc on se retrouve sans navigateur internet à jour sur ce genre de machine, malheureusement. Après, donc ce que je faisais à l'époque, une bonne partie est toujours faisable, la partie surf sur internet, on peut oublier. Après, je faisais un tout petit peu de jeu, comme vous voyez à l'instant, la copie d'écran de Command & Conquer Generals, c'est un des rares jeux que je jouais. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi jouer à certains jeux qui tournaient sur OS 9, avec macOS classique. Un jeu dont je jouais à l'époque, il faut démarrer OS 9 comme une application d'OS 10, donc ça peut mettre un petit peu de temps. Donc voilà, juste pour vous faire la démonstration d'un petit jeu OS 9. Donc on peut bien sûr utiliser les applications aussi OS 9. C'était plutôt fait pour les applications que pour les jeux. Tout simplement parce que des fois il y avait des bugs d'affichage comme ici. Il y avait des lags à l'affichage et donc c'était pas le mieux pour les jeux. Mais là, je vous présenterai d'autres applications d'OS 9 plus tard. Donc voilà. Vraiment une toute petite démo pour vous montrer que ça fonctionne. Ce que je ne savais pas à l'époque. Et là maintenant, eh bien, petit truc intéressant. Je suis parti samedi dernier avec un appareil photo avec moi. Il s'agit donc du PowerShot G5 et maintenant avec les quelques photos que j'ai faites samedi, donc c'est un appareil photo où j'ai pas d'écran mais je connais bien le G2 qui est un super appareil photo. Je vous le présenterai sur une vidéo séparée, mais ce qui nous intéresse ici c'est qu'on va démarrer bien la toute première version de Lightroom qui était sortie sur PC et sur Mac, qui était sortie en, si je dis pas de bêtises, 2007, non je vois 2006, donc l'année d'après de sortie de ce Mac là, donc avec une version dite universelle, et on est ici sur la version 1.0. donc je vais traiter du RAW, 1 ou 2 RAW rapidement pour vous montrer qu'on peut toujours traiter des photos avec ce genre de machine. Donc voilà à quoi ressemblait Lightroom 1. Pour ceux qui connaissent Lightroom, vous voyez que la différence avec les versions modernes de Lightroom ne sont pas énormes. On va plus le ressentir à l'utilisation, puisque à l'utilisation par exemple le recovery, au lieu d'avoir des hautes lumières, on a le recovery, la réparation des hautes lumières. Elle est beaucoup moins efficace que ce qu'on peut avoir maintenant. La gestion du bruit est pareil, est beaucoup moins efficace, mais on peut dire qu'on peut faire le traitement de base sans trop de soucis. Alors je viens de voir que d'ailleurs on n'a pas la clarté, ça a dû apparaître avec la version 2, parce que je suis assez étonné, il n'y a pas le curseur clarté comme on pouvait avoir sur en tout cas la version 2 ou 3, je sais plus où est-ce que c'est apparu. Mais par contre on avait tous les trucs de base, et malgré le fait que je vous ai dit que le recovery n'était pas aussi efficace, on peut faire quand même un traitement photo de base sans trop de soucis avec cette machine là. Et là sur un appareil photo avec 5 mégapixels, je dois dire que c'est plutôt fluide sur Lightroom 1. J'ai fait le test sans le filmer de Lightroom 2, c'est déjà plus lent, et bien sûr on peut pas passer à Lightroom 3, mais si j'avais eu ça à l'époque ça m'aurait suffi. Et même là, si je devais traiter une petite série photo, et bien pas de souci particulier, ça se charge rapidement sous Lightroom 1, et donc pas de souci particulier, en sachant que le mien a, je crois, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, a été étendu à 1 Go de RAM. Au départ, au moment où il était annoncé avec 256 Go de RAM. La version que j'ai eu moi, qui a été annoncée 4 mois plus tard, en fait était fournie avec 512 et donc extensible jusqu'à 1 Go. Donc là on est sur le maximum de ce qu'on peut faire. Et ici donc on a sur le modèle avancé, donc le 1,42 GHz. Et moi à l'époque, donc comme je vous ai dit, j'avais le 1,25. Il s'est passé trop de temps entre les deux pour que je puisse vraiment vous dire si ça se ressent vraiment à l'utilisation. Mais là en tout cas, pour une utilisation de base de ce que je faisais à l'époque, je dois dire que comme à l'époque, il est toujours aussi fiable pour regarder des films, traiter des photos, etc. Quand je dis regarder des films, on va prendre qualité DVD, on va pas s'amuser à regarder des vidéos en Full HD, malgré que le fait qu'il soit capable d'afficher une image en 1920 sur 1200, le décodage vidéo va prendre beaucoup de performance. Là on a par exemple la keynote où il a été annoncé. Là on est en 360p, c'est pas terrible sur cet écran là.
Mais ça fonctionne. Voilà ce que je peux dire sur le fonctionnement d'origine de ce petit Mac Mini. Maintenant, eh bien, qu'en faire aujourd'hui? Ou le garder en tant que petit lecteur multimédia, en sachant que vous ne pourrez pas l'utiliser sur votre télé 4K ni sur votre télé 1080. Il faudra sûrement se limiter à du 720p. Faire des petits jeux qu'il y avait à l'époque. Utiliser des vieilles versions de Lightroom ou de Photoshop par exemple. Faire un lecteur musical, ça passe très bien. Par contre, comme je dis, surfer sur le net, la machine n'est pas très puissante du tout. Il n'y a plus trop de navigateurs qui gèrent ça. Donc à moins que vous vous limitiez à regarder vos mails avec Thunderbird ou Apple Mail, et encore je sais même pas s'il y a les certificats qu'il faut pour se connecter, vous allez être limité en tout cas pour en faire une machine connectée, alors que ça fonctionnait plutôt bien à l'époque, mais on n'avait pas les sites de maintenant. Si on change le système d'exploitation, on peut le passer à macOS 10.5, mais au final on aura une machine un peu plus lente et c'est à peu près tout ce que ça donnera. Puis certaines applications vont tourner que sur Léopard et c'est plus joli. Il n'y a pas un intérêt phénoménal à passer sur macOS 10.5. Les versions d'après ne passent plus. Au niveau autre système d'exploitation, à chaque fois on me parle de NetBSD. NetBSD, c'est très bien si vous voulez transformer votre Mac Mini en serveur. En effet, en faire un serveur web, serveur FTP, c'est très bien. Par contre, il ne gère pas l'accélération 3D. Donc autant dire qu'on a une utilisation en plus maintenant, mais on a pas mal d'utilisation en moins. Pour moi, je vais pas le passer sur NetBSD. Linux, je l'utilisais à l'époque en dual boot avec Linux. Bien sûr, la version de l'époque est complètement obsolète, c'était Ubuntu 6.06. Le lecteur CD ici est HS, donc je vais pas pouvoir vous faire une démo, mais la plupart des distributions ont arrêté de supporter les PowerPC, mais il y a eu l'année dernière la sortie de Dadeli Linux qui apparemment le gère, donc si j'arrive à l'installer, je vous en ferai une vidéo séparée. Et enfin, il y a un autre système qui s'appelle MorphOS. MorphOS étant en fait une évolution de AmigaOS. C'est un système qui n'est pas libre, qui est payant, mais qui transforme votre Mac Mini en Super Amiga, en Amiga super puissant, et qui peut faire tourner une partie des applications Amiga, malheureusement pas tous, puisque eh bien l'Amiga avait, je vous en ferai une vidéo séparée, puisque j'ai un Amiga 500, avait pas mal de coprocesseurs séparés. Et là ici, même si en fait ça va être un Amiga super rapide, eh bien il va falloir passer par un émulateur pour émuler ces coprocesseurs là. Par contre, vous avez aussi des applications natives MorphOS qui permettent d'utiliser ce Mac Mini là comme un système moderne, à condition qu'il y ait les applications qui vous vont bien. J'essaierai de le tester puisque dès que j'arrive à trouver une solution pour booter sur un autre lecteur CD, en le changeant peut-être, je vous ferai une démonstration de MorphOS parce que c'est un système qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà en gros la solution. Vous le gardez comme moi avec le système d'époque, en installant des applications d'époque pour le fun, voire pour avoir un système en fait qui ne se connecte pas sur le net, pour faire de la bureautique et pas être embêté par les notifications, les trucs, et pas avoir envie d'ouvrir un navigateur, faire des trucs. Comme ça j'ai un système hyper sobre, notamment taper des textes ou tout ce genre de choses, préparer mes scénarios YouTube. Moi ça me va très bien ici avec 10.4, notamment parce que je peux faire des illustrations et tout ça. Par contre, en utilisation en effet moderne, eh ben, on va être beaucoup plus limité. C'est une machine qui a quand même maintenant 17 ans, qui ressent son âge. Voilà pour la présentation de ce petit Mac Mini. Donc voilà pour vous dire si vous en trouvez un ou si vous avez envie de vous amuser avec, ce que vous pouvez faire avec. Sur ce, eh bien, j'espère que cette petite vidéo sur un matériel informatique vintage vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Antique. Sur ce, soyez authentiques et atypiques et à bientôt.